Racine de la violence. Pendant longtemps, les tueurs en série ont été considérés comme des monstres, venus au monde avec des instincts anormaux, et la psychiatrie ne s'est guère intéressée à leur enfance. Mais cet état de fait est en train de changer. Ainsi, un article paru dans Le Monde du 8 juin 2003 est consacré à une description circonstanciée de l'enfance de Patrice Allègre, et l'on y voit clairement, sans long discours, ce qui a poussé cet homme à violer puis étrangler plusieurs femmes. Il n'est nul besoin de recourir à des théories psychologiques compliquées ou de postuler une propension innée au mal pour comprendre ce qui a fait de lui un tel criminel. Il suffit d'un simple regard sur l'atmosphère familiale où il a grandi. Mais ce regard est d'autant moins simple à apporter que, la plupart du temps, on ménage les parents du criminel et on les absout à peu de frais de leur co-responsabilité. Il n'en est pas ainsi dans l'article du Monde. Il dépeint, à gros traits, une enfance qui ne laisse aucun doute sur le pourquoi du parcours du tueur. Patrice Allègre a été le premier-né d'un très jeune couple qui, en fait, ne voulait pas d'enfant. Le père était policier et, raconte Patrice lors de son procès, ne rentrait à la maison que pour le battre et l'injurier. Il haïssait ce père et se réfugiait auprès de sa mère qui, selon lui, l'aimait et à laquelle il était tout dévoué. Elle se prostituait. Et abstraction faite de l'hypothèse de l'expert, à savoir qu'elle se procurait des satisfactions incestueuses avec le corps de son enfant, elle demandait à son fils de monter la garde quand elle avait un client. Le gamin devait se tenir devant la porte et l'avertir en cas de danger. Sans doute l'arrivée du père. Patrice raconte qu'il n'était pas toujours obligé de regarder ce qui se passait dans la chambre, mais il pouvait fermer ses oreilles, et souffrait sans le dire d'entendre continuellement les gémissements et soupirs de sa mère, que, tout petit déjà, il avait vu, avec une peur panique, se livrer à des pratiques sexuelles orales. Il se peut que les enfants ayant vécu un destin analogue réussissent à survivre sans devenir ensuite des criminels. L'être humain a d'incroyables ressources. Il peut aussi devenir par exemple un écrivain célèbre, comme Edgar Allan Poe, qui se réfugia dans l'alcool jusqu'à en mourir. Ou encore Guy de Maupassant, qui a instrumentalisé la détresse de son enfance tragique à travers quelques 300 récits, mais néanmoins s'enfonça dans un état psychotique, à l'instar de son jeune frère avant lui, et mourut dans une clinique spécialisée à l'âge de 42 ans. Il n'a pas été donné à Patrice Allègre de rencontrer une seule personne susceptible de le sauver de son enfer et de lui permettre de voir les crimes de ses parents pour ce qu'ils étaient. Il pensa donc que le monde était à l'image de sa famille, décida de se débrouiller seul et recourut au vol, à la drogue et aux actes de violence pour échapper à la toute-puissance de ses parents. Lors de son procès, il affirma, et c'était probablement la stricte vérité, que ces viols ne répondaient à aucun besoin sexuel, uniquement à celui de se sentir tout-puissant. Comment la justice peut-elle réagir à une telle affirmation ? Il n'y a pas 30 ans, un tribunal allemand ordonnait de castrer le tueur d'enfants Jürgen Bartsch, qui avait été psychiquement détruit par sa mère. Les juges escomptaient que cette opération l'empêcherait, à l'avenir, de décharger sur des enfants ses pulsions sexuelles trop fortes. Mais cet acte inhumain est grotesque et révélateur d'une ignorance stupéfiante. Les tribunaux doivent avant tout se rendre compte du rôle capital que joue, chez un tueur en série de femmes et d'enfants, le besoin de toute puissance de l'enfant autrefois méprisé et sans défense. La sexualité n'a, en l'occurrence, qu'un caractère marginal, sauf si, par suite d'un inceste, le sentiment de totale impuissance s'est trouvé lié à des expériences sexuelles. Et malgré tout, une question demeure. N'y avait-il pas, pour Patrice Allègre, d'autre issue que le meurtre, l'étranglement, tant de fois répété, de la femme gémissante ? Pour un regard extérieur, il apparaît très vite que, à travers ces différentes victimes, c'est toujours sa mère qui l'étrangle, la femme qui, enfant, l'avait condamné à de si terribles souffrances. Mais lui, il était incapable de le voir. C'est pourquoi il lui fallait d'innocentes victimes. Patrice Allègre affirme, aujourd'hui encore, qu'il aime sa mère. Et comme personne ne lui est venu en aide, qu'il n'a trouvé aucun témoin lucide pour lui donner la possibilité et l'autorisation de laisser émerger ses désirs de mort envers elle, d'en prendre conscience et de les comprendre, ceux-ci ont sans répit bouillonné et proliféré en lui, l'ont contraint à tuer d'autres femmes à la place de sa mère. Ce n'est pas si simple, diront nombre de psychiatres. Et pourtant, je pense que c'est beaucoup plus simple que ce que nous croyons. Pour pouvoir honorer nos parents, nous apprenons à ne pas ressentir la haine qu'ils méritent. Mais la haine d'un Patrice Allègre n'aurait tué personne s'il avait pu la vivre consciemment. Tout résulte de l'attachement, objet de tant de louanges, à sa mère, cet attachement qui l'a poussé au meurtre. Enfin, il ne pouvait attendre le salut que de sa mère, parce qu'avec son père, il se trouvait perpétuellement en danger de mort. Comment un enfant constamment menacé, terrorisé par son père, aurait-il pu se permettre, par-dessus le marché, de haïr sa mère, ou du moins de réaliser qu'il n'avait aucune aide à attendre d'elle ? Il lui fallait s'illusionner et se cramponner à cette chimère. On sait le prix que paieront plus tard ces nombreuses victimes. Les sentiments ne tuent pas, et s'il avait vécu consciemment la déception que lui inspirait sa mère, et même ses envies de l'étrangler,
il n'aurait assassiné personne. C'est la répression de ses besoins et la déconnexion de tous les sentiments négatifs qu'inconsciemment il entretenait à son égard qui l'ont poussé à commettre de telles horreurs.